Le point culture, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont vous avez forcément entendu parler ces derniers temps, et oui, la Fashion Week, ou plus exactement le Fashion Month, ou le mois de la mode. Alors là, quand on parle de mois de la mode, c'est forcément les défilés, les stars, les photographes, mais comme parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver, j'ai décidé de faciliter un peu tout ça et de vous expliquer tout ce que c'est que la Fashion Week et surtout le mois de la mode. On décrypte tout ça ensemble maintenant. Il se passe quoi là ? Il se passe quoi ? C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Je vais commencer ce podcast par un peu d'histoire autour de la Fashion Week. En fait, tout ça commence en 1858 quand Paul Poiret et Charles Frederick Worth décident de présenter leur collection à la haute société. Donc à l'époque, c'était des bals mondains qui faisaient entre élites de la société et les personnes devaient venir dans leurs plus belles robes de bal. Ces deux couturiers lancent une sorte de tendance vis-à-vis de l'art de la mode avec ces bals mondains. Au même moment, on a Lady Duff Gordon, aussi appelée Lucille, qui va présenter ses propres collections, mais à Londres, et ce, de la même manière. Il faudra attendre 10 ans après le début de ces bals pour que la chambre syndicale de la haute couture parisienne voit le jour. Aujourd'hui, la chambre syndicale de la haute couture parisienne s'appelle la Fédération française de haute couture et de la mode. Cette chambre syndicale va permettre de développer l'industrie de la mode partout en France. Alors entre 1858 et 1943, il y a eu beaucoup de bals, mais ça va être le bal de 1911 présenté par Paul Poiret qui sera remarqué par le monde entier, puisque lors de ce bal, Paul Poiret va décider de présenter des robes en abat-jour et des sarouels, ce qui va vraiment révolutionner le monde de la mode. Alors comme chacun sait, le début du XXe siècle a été marqué par la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui a véritablement immobilisé la France et donc la mode française. Alors malgré l'immobilisation de la mode française, en fait, il y a un cadre qui commence à se mettre autour de la Fashion Week. On l'appelle pas encore comme ça, mais la chambre syndicale de la haute couture stipule à ce moment-là, en 1943 pour être exact, que à partir de maintenant, les créateurs devront présenter 35 tenues de journée et de soirée par an pour faire partie de cette chambre syndicale. En pleine Seconde Guerre mondiale, l'immobilisation de la mode française va servir également aux États-Unis puisque, outre-Atlantique, en fait, Eleanor Lambert va lancer ce qu'elle appelle les Press Week. Donc ça se déroule à New York. Elle convie tous les couturiers new-yorkais à présenter leur collection pendant toute une semaine devant la presse new-yorkaise au Plaza Hotel. Ce sera donc institutionnalisé 2 ans après la première Press Week, c'est-à-dire en 1950. Donc en fait, dès 1950, on a un cadre à cette Fashion Week, à cette Press Week, comme on l'appelle à l'époque. On présente 35 tenues de jour et de nuit par an, mais devant la presse durant une semaine. Et là, il y a beaucoup de pays qui vont s'intéresser, notamment l'Italie avec la ville de Milan, qui va présenter ses couturiers milanais au monde entier en jouant le jeu de la chambre syndicale de la haute couture et de la Press Week. Alors même si on a l'impression que la France est un peu l'instigatrice de la Fashion Week et qu'on a l'impression que c'est elle qui tire les ficelles de la mode, eh bien il faudra attendre 1973 pour avoir la première Fashion Week française et parisienne. Alors 1973, mais avec seulement 5 couturiers. Givenchy, Dior, Cardin, Saint-Laurent et Ungaro. Dans les années 1980, le président français François Mitterrand va vouloir faire rayonner l'art de vivre à la française et pour lui, ça va passer par le monde de la mode et donc il va dépêcher son ministre de la Culture, Jack Lang, pour devenir un véritable soutien aux jeunes créateurs et aux créateurs de mode. En 1984, une nouvelle ville se rajoute aux 3 existantes, donc New York, Milan et Paris. Ce sera Londres qui fera sa première Fashion Week en 1984 et dès lors, ça formera donc les Big Four, ce qu'on appelle les Big Four et les 4 villes qui présentent tous les ans leur création.
Alors, comme je le disais précédemment, il y a des règles pour ces Fashion Week. C'est à présenter au moins 35 tenues de jour et de nuit par an devant la presse et dans les 4 villes mondiales, entre guillemets, New York, Londres, Milan et Paris. Pourtant, on arrive à un petit peu s'y perdre entre prêt-à-porter, haute couture, saison printemps-été, saison hiver-automne. Donc, je vous explique tout ça. Pour commencer, on parle de mois de la mode parce que c'est présenté une semaine dans chaque ville différente. On commence toujours par la ville de New York. Ensuite, on va à Londres, Milan, puis Paris. Paris clôture toujours le mois de la mode. Donc, il y a une semaine pour chaque ville, ce qui fait 4 semaines, donc un mois complet. Et une saison représente 400 défilés. Alors, la Fashion Week sert surtout aux stylistes et aux maisons de couture de présenter leurs nouvelles collections. Alors, la Fashion Week, ça se divise tout d'abord en 2 groupes. D'un côté, les femmes, de l'autre, les hommes, même si de nombreuses maisons de couture privilégient pour de l'économie et de l'inclusivité le fait de mélanger la mode homme et la mode femme. Et ensuite, on a les présentations dites automne-hiver et printemps-été. Les présentations automne-hiver de l'année d'après vont être présentées en février-mars, c'est-à-dire que là, en février-mars 2023, on va avoir les présentations de l'automne-hiver 2023-2024 et les présentations printemps-été seront présentées en septembre-octobre de chaque année. Donc là, pour cette année, en septembre-octobre, on a eu les présentations printemps-été 2023. Généralement, tous les défilés sont ouverts au public et aux médias. Quand on parle de public, évidemment, on pense surtout au public des VIP, tout ce qui est célébrité. Par exemple, on pense à Zendaya pour Valentino ou encore Joe Jonas pour Louis Vuitton. Ça va permettre aux maisons de mode, quand ils les invitent, en fait, de faire rayonner leurs vêtements au travers d'un public qu'ils n'ont pas forcément touché en les invitant directement lors des défilés. Il y a également les influenceurs mode qui sont apparus dans les années 2015 qui ont commencé à devenir de plus en plus présents sur les défilés et qui font donc rayonner également la mode sur un autre public beaucoup plus digital et d'une autre manière que les célébrités comme Zendaya. Ensuite, il y a également les acheteurs qui sont présents. Donc là, c'est des acheteurs, ce sont des personnes, c'est leur métier d'acheter pour les grands magasins, pour les boutiques en fait. Il y a également les gros consommateurs. Quand on parle de gros consommateurs, c'est les clients très 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 fidèles d'une marque. Et la presse, on parle de la presse dans sa globalité, mais surtout de la presse de mode. Évidemment, les premiers invités vont être les journalistes du magazine Vogue, du magazine Elle. On sait très bien que Anna Wintour fait partie aujourd'hui des invités VIP, même si elle représente donc Vogue Magazine, mais il va y avoir d'autres journalistes de Vogue qui vont être également invités. On peut y avoir plusieurs journalistes d'un même magazine qui vont être là. Et il y a également les photographes qui donc du coup vont prendre des photos qui sont rattachées ou non à un média, qui vont prendre des photos du défilé. On connaît maintenant le public des défilés, on sait qu'il y a une saisonnalité en termes de représentation des défilés, mais on s'y perd parfois entre prêt-à-porter, haute couture, et maintenant il y a aussi croisière, pré-fall, etc. Donc là, je vais essayer de vous définir un peu les termes. La haute couture, tout d'abord, c'est un terme protégé, il est labellisé. C'est un défilé qui a lieu 2 fois par an pour les mêmes raisons de saisonnalité, mais uniquement à Paris, c'est-à-dire que même si la maison de couture est milanaise, new-yorkaise ou londonienne, elle présentera son défilé à Paris, puisque c'est là où il y a la labellisation du défilé. Il s'agit d'une appellation donc protégée sous certains critères. Toutes les maisons de couture ne sont pas forcément des maisons de haute couture et n'ont pas forcément des collections haute couture. Alors pour avoir cette appellation, il faut répondre à plusieurs critères. Le premier, c'est d'avoir des ateliers maison. Il faut également employer plus de 12 personnes. Il y a également des critères d'utilisation de tissus et de création de nouveaux motifs. Tout cela va représenter un savoir-faire qui est donc labellisé haute couture. C'est 2 défilés par an pour l'automne-hiver, pour le printemps-été. C'est présenté uniquement à Paris et généralement c'est juste avant la semaine de la mode homme. Donc la grande différence avec le prêt-à-porter, c'est que le prêt-à-porter en fait c'est une série de vêtements qui va pouvoir être
fait en plusieurs tailles, c'est moins coûteux et beaucoup plus accessible et reproduit. Alors maintenant, il y a 2 sortes de défilés qui viennent se rajouter à tout ça, c'est les défilés croisières et les défilés pré-fall. Les défilés croisières, en fait, ce sont des défilés qui vont entrer dans l'intermédiaire entre l'hiver et le printemps. C'est des collections qui vont être présentées en mai par des maisons de couture. On pense notamment à Saint-Laurent ou Louis Vuitton qui adorent faire ce genre de défilé. Ça permet également de ne pas défiler uniquement à Paris et d'avoir un certain rayonnement à l'international et de faire voyager aussi les collections. Par exemple, Saint-Laurent, pour sa dernière collection croisière, l'a fait à Dubaï, dans le désert de Dubaï. Et la maison Louis Vuitton a fait son défilé croisière tout près de Cannes, tout simplement. Les collections pré-fall, en fait, c'est l'inverse des défilés croisières. C'est pour faire la transition entre l'été-automne et ils sont présentés généralement en décembre. Et ces 2 sortes de collections, en fait, ça ouvre un champ des possibles inimaginables pour les maisons de couture et ça leur permet d'avoir un tout autre rayonnement et pas uniquement durant le mois de la mode ou pendant la Fashion Week. La Fashion Week, finalement, elle existe depuis le 19e siècle et pourtant, elle a pas mal évolué et elle est en passe de continuer à évoluer. Depuis les années 2000, en fait, on a vu l'évolution des défilés qui s'est transformée finalement en un spectacle. Pendant 15 minutes, en fait, on peut voir l'évolution du défilé sous toutes ses formes, avec une chorégraphie travaillée, des décors spectaculaires plus les uns que les autres. On a eu, par exemple, Thierry Mugler qui a fait son défilé face à 6000 personnes, ce qui est quand même incroyable dans le Zénith de Paris. On a également Saint-Laurent qui fait son défilé à ciel ouvert devant la Tour Eiffel et qui là fait rayonner Paris et la mode parisienne grâce à ça, avec des installations incroyables. Par exemple, on peut aussi prendre l'exemple de Balenciaga qui a fait son défilé dans une tempête de neige et là, plus récemment, dans de la boue. Karl Lagerfeld était également un très grand chorégraphe de défilé, si je puis dire, puisque lui aussi adorait se jouer des décors et de ce spectacle pour faire une sorte d'hommage à Coco Chanel. Et puis, depuis 3 ans, Olivier Rousteing a mis en place le Balmain Festival. Et là, en fait, il fait payer les entrées aux spectateurs qui ne sont pas invités. Donc, vous pouvez tout simplement acheter un billet pour assister au défilé. Les billets sont à minimum 20 € et après, vous mettez le montant que vous voulez puisque finalement, c'est un don à une association qui lutte contre le sida. C'est un show complètement spectaculaire avec des pop-up stores à l'intérieur, un concert et le défilé de Balmain. C'est incroyable. Là, le dernier s'est passé au stade Jean Bouin dans le 16e. Et c'est finalement aussi le fait de pouvoir donner à la mode une autre dimension. Et évidemment, alors on a toutes ces évolutions-là, mais depuis 2010, on a le système des réseaux sociaux qui est apparu et qui a finalement redistribué entre guillemets les cartes puisque la reproduction des modèles vus sur les défilés allait beaucoup plus vite quand on sait que les collections présentées lors des défilés n'étaient disponibles que quelques mois plus tard dans les boutiques. En fait, la fast fashion, elle allait toujours plus vite et s'inspirait ou recopiait les modèles des défilés et les vendait à des coûts beaucoup plus bas. Donc, il y avait finalement plus trop d'intérêt pour les maisons de luxe, ce qui n'a pas échappé finalement aux maisons de couture. Et d'ailleurs, Burberry a lancé le phénomène See Now, Buy Now, ce qui fait que si le Burberry présente sa collection le lundi, le mardi, elle est disponible à l'achat dans toutes les boutiques. Ce qui permet un peu de contrôler ce que fait les réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux sociaux, ça a été quand même quelque chose d'assez important, surtout en 2020, avec la crise du Covid, en étant tous confinés chez nous, les pays fermés, etc. Je rappelle juste que la presse, les médias et les invités sont quand même internationaux, donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire venir tout le monde en ces temps de Covid. Donc du coup, ils ont dû redoubler d'efforts et les réseaux sociaux ont été
un vrai pilier pour les maisons de couture, puisque pour présenter leur défilé, ils ont juste fait des défilés sur Twitter, TikTok. Il y a même eu des partenariats avec le réseau social TikTok. Aujourd'hui, on est en 2022. C'est le premier mois de la mode post-Covid, si on peut dire ça comme ça. On a le retour des célébrités et des VIP internationaux, de la presse internationale. Donc, c'est un mois de la mode plutôt qui est revenu un petit peu à la normale. Mais malgré tout, on a allié ce qu'on avait appris du Covid avec des défilés directement disponibles sur les réseaux sociaux, avec des lives Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, TikTok et des rediffusions sur YouTube, mais avec des shows spectaculaires et des invités tout aussi spectaculaires. Alors c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un épisode un peu spécial vu qu'on définissait un petit peu la Fashion Week, ce que c'était. Je voulais un peu vous éclairer puisque on va partir sur une série d'épisodes qui j'espère vous plaira et on va décrypter ce qui s'est passé durant ce dernier mois. On va parler de la Fashion Week de New York, de Milan, de Londres et bien sûr de Paris et j'ai hâte de vous raconter tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.